Bah alors Gredu, qu'est-ce qui se passe? Bah, je trouve pas. Bah tu trouves pas quoi? De Schtroumpf pour le Schtroumpf. Ouais, c'est un problème. Comment on va schtroumpfer si tu schtroumpfes pas de schtroumpf? Vous parlez de la schtroumpf entre le nez et la schtroumpf? Bah oui, de quoi d'autre? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de schtroumpf avec une schtroumpf. Non mais il y a Azrael, le schtroumpf de Gargamel, et en plus il est schtroumpfement canon. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est pas canon, le podcast qui revient sur les grandes licences de la pop culture, de leur création à leur expansion, de leurs réussites à leurs échecs. J'ai fait plein de liaisons, je sais pas si elles sont correctes. C'est pas grave, je trouve que c'est cool de tout lier. Allez, vous les avez entendus, comment ça va Tata? Bah ça schtroumpf et toi? Ça Schtroumpf et Gredu, ça va? Oh, ça Schtroumpf également, hein. Aujourd'hui, Cocorico? Frites. Frites? Frites tropicaux. Au fond. On attaque une bonne licence bien locale, bien de chez nous, mais dans le genre, c'est vraiment bien de chez nous. Hein. Ouais bah c'est même du quartier, puisque là on enregistre l'émission dans le quartier où le gars est né. Et nous, on habite dans le quartier où le gars a dessiné les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, on va parler des Schtroumpfs évidemment, c'est le Hello Kitty belge, hein. Franchement c'est la fierté nationale, une des grandes fiertés nationales. C'est parti pour un épisode de C'est pas Schtroumpf. Bon les gars, les Schtroumpfs, on s'attaque à une licence assez ancienne, on s'attaque à une licence plus familiale, plus enfantine. C'est quoi pour vous les Schtroumpfs, Taza? Bah alors pour moi les schtroumpfs c'était pas grand chose avant d'enregistrer cet épisode. C'était principalement le souvenir lointain du dessin animé surtout du générique du Club Dorothée. C'était même pas dans le Club Dorothée, je pense qu'il passait sur France 2 à l'époque. Donc, c'est chanté par Dorothée. C'est chanté par Dorothée, je fais juste l'association entre Dorothée et Club Dorothée, mais sinon voilà. Et c'est vraiment une licence à côté de laquelle je suis complètement passé plus petit. Je suis très étonné parce que mon père était fan de BD, il avait beaucoup d'Astérix, Tintin, tout ça, mais des Schtroumpfs, il n'y en a jamais eu vraiment chez moi. Et voilà, donc pour moi les Schtroumpfs c'était Dorothée. Gredu. Ah bah pour moi, c'est un peu quand même une icône de la Belgique. Je pense que ça serait une bonne mascotte pour désigner la Belgique, parce que c'est un peu mignon, c'est un peu drôle. C'est mieux que tous ces autres trucs, genre les mignons et les trucs comme c'est ça. Clair, on en parlera évidemment. C'est les pré-mignons, les Schtroumpfs. Et puis bon, là, j'ai les yeux sur quelque chose aussi, mais c'est pour l'épisode 2 dont on va parler. Mais les bonbons Schtroumpfs, c'est vrai qu'ils comptent pas mal. Et le passeport. Le passeport, c'est vrai. Ouais, ça, voilà, du coup, on en a quand même fait un emblème. Ouais. Ouais, c'est vrai, sur le passeport belge, il y a des illustrations des Schtroumpfs, entre autres, mais il y en a pas mal de pages sur lesquelles les pays peuvent mettre leur cachet. Ouais, c'est assez cool. Moi, perso, quand j'étais enfant, j'étais un énorme maniaque de la BD franco-belge. J'en lisais vraiment des tonnes, des kilos. Non, les tonnes, c'est plus. En particulier, tout ce qui se faisait du côté de chez Dupuis, hein, parce que moi, je viens de Charleroi, donc Dupuis, c'est vraiment la fierté du coin. Et quand t'es enfant, que t'aimes la BD franco-belge et que t'es fasciné par Dupuis, c'est dur de passer à côté des Schtroumpfs. Mmh. Donc moi j'étais très fan des Schtroumpfs, encore plus de Jean et Pierre-Louis. On parlera de comment on prononce Jean et Pierre-Louis. Ouais, Pierre-Louis. Pierre-Louis, Moi, je suis de la team Pierre-Louis. Moi, je suis en train de changer pour devenir Pierre-Louis aussi. Ouais. Johan ou Johan? Johan et Pierre-Louis. Ok, ce sera Johan et Pierre-Louis. Très dur à dire. Hein. Super nul. Super nul et très très dur à dire. Moi j'étais très fan en tout cas de cette BD. On aura l'occasion de parler de Jean et Pierre-Louis. Évidemment, on aura l'occasion de parler des Schtroumpfs. Et c'est parti, on commence par le commencement. Les Schtroumpfs, ça commence en 1928, Taza. Ouais, bah alors pas tout à fait en 1928, c'est plutôt son auteur Pierre Culliford qui commencera sa saga à lui en 1928, d'une mère belge et d'un père anglais, dans le quartier dans lequel on est en train d'enregistrer cette émission, Schaerbeek. De la région de Bruxelles. Hein, de la région de Bruxelles, c'est une des communes de Bruxelles. Et c'est l'histoire de ce petit Pierre qui se passionne très très vite pour les comics américains, la bande dessinée, Tintin, la fierté nationale de l'époque. Oui, à ce moment-là, Tintin, ça existe déjà. C'est fat. C'est déjà énorme, ça a un énorme succès. Et les dessins animés aussi, il adore Disney. Ça se sentira d'ailleurs très très fort dans son trait plus tard, mais c'était un gros fan de ce qui se faisait du côté de Disney. Et à l'école, il y a un instituteur, Monsieur Mine, qui n'aura pas le nez creux, puisqu'il lui dira, en le voyant dessiner dans les marges de ses cahiers, « Monsieur Culliford, vous n'avez aucun avenir dans le dessin. » Bon alors, on va rappeler quand même que des années plus tard,
il est quand même passé à côté de 4 milliards d'euros qui ont été générés par cette licence. Ouais. C'est énorme. C'est pas visionnaire, Monsieur Mine. Non, Monsieur Mine. Non, bof. Monsieur Mine, là, j'espère qu'il était bon dans d'autres trucs, parce que là, pour le coup, il est vraiment passé à côté. Bon, alors, pendant sa vie, Pierre connaît la guerre, et pendant la guerre, il est forcé d'arrêter l'école. Il va devoir vite trouver un job pour subvenir un peu aux besoins de la famille, et son premier boulot, ça va être de travailler dans un cinéma de quartier, où il sera projectionniste. Et il déclarera que la seule chose qu'il aura appris là-bas, c'est à avaler sa cigarette lorsque le patron passe et à la ressortir allumée après. C'est cool, hein. C'est quand même Ouais, alors solide c'est cool, tour. mais ne faites pas ça chez vous. Non, on vous déconseille de le faire. Donc déjà, ne fumez pas, Oui. et puis de base, n'avalez pas votre cigarette allumée si vous le faites. Oui, les bons conseils de Sepa Canon. Si vous voulez d'autres conseils de Sepa Canon, si vous voulez d'autres messages d'intérêt généraux, abonnez-vous à Sepa Canon. N'hésitez pas à nous soutenir, c'est-à-dire mettre un petit like, une petite étoile, un petit schtroumpf là où ça se prête. On est un peu partout, hein. On est la pieuvre qui s'étend sur Internet. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à parler de vous. Franchement, on s'éclate à faire Parlez de ça. nous surtout. Parlez de nous. Vous pouvez parler de vous si vous avez envie, mais parlez de nous aussi au détour d'une conversation. Et Comme quand ça, vous ça peut parlez être de sympa. vous, Parlez de nous. parlez de nous en même temps. Ouais. Ça ferait plaisir. Voilà. Bon, donc on reprend un peu là où on en était avant cette petite incartade. Et la guerre s'est déclarée, l'homme va travailler dans un cinéma, devenir projectionniste. Je trouve que peut-être que c'est aussi le moment où il apprendra à découper un film, à force de passer des films et à en regarder toute la journée. Alors c'était des films de propagande à l'époque et il dira que c'était très très relou. Je pense que la libération a amené aussi son petit lot de nouveautés et d'inspiration pour lui, puisque il continuera à travailler dans le cinéma au moment de la libération, et il déclarera aussi que ces films qui l'ont vraiment inspiré pour la suite, on le verra dans les aventures qui suivront, c'était Robin des Bois avec Errol Flynn et Blanche-Neige. On retrouve quelques petits traits communs. Un univers qui Voilà, est quand même, là. l'époque médiévale, le fantastique, qui seront présents dans son univers graphique plus tard dans toutes les aventures qu'il écrira, ou en tout cas dans beaucoup des aventures qu'il écrira. Et donc après les libérations, il va aller étudier les beaux-arts, le dessin. Exactement, en se disant que il avait envie d'apprendre à dessiner, mais finalement, il ne sera pas très intéressé par le dessin sérieux. Donc ça va l'amener à 17 ans à aller bosser pour la CBA. La CBA, c'était la compagnie belge d'actualité, qui était un petit studio d'animation bruxellois qui a été créé justement en 1940. Et là, il travaillera comme gouacheur. Donc gouacheur, c'est les gens qui utilisaient de la gouache, forcément. Tout est dans le nom. Mais donc qui venaient coloriser les dessins pour les animer ensuite. Alors, il travaillera sur un projet qui est intitulé Le cadeau de la fée, et il va concevoir les petits lutins roses en pantalon avec une fleur comme chapeau. Voilà, ça donnera une petite base aussi. On met ça entre parenthèses, Voilà. on le met dans un en coin. reparlera plus tard. Le studio fermera ses portes en 1946 et le film ne se fera pas. Par contre, sur place, il va peut-être pas faire le film, mais il va faire des belles rencontres. Ouais, il va rencontrer des personnages relativement importants de la bande dessinée qui se développeront plus tard, mais donc qui travaillaient comme jeunes animateurs sur place, c'était André Franquin et Maurice. Donc Pas n'importe qui. Quand Des tu connais petits bonhommes. Oui, ça ne marchera pas. ça marchera pas, ils feront rien. Donc après la fermeture du studio, Pierre fera un peu de dessin à droite à gauche, il va commencer à travailler pour le journal belge Le Soir, il va écrire Les aventures du chat Poussy, que je trouve vraiment chouette. À fond, ouais. Le chat Poussy, c'est super facile à lire, et comme première BD, je crois que c'est une bonne entrée dans la cour de la BD. Ça ressemble un peu au BD Garfield, comme ça. C'est Ouais. des strips assez courts, c'est pas des pages complètes. Et c'est des petits gags avec un chat qui fait des conneries, quoi. En gros, c'est assez marrant. Il n'y a pas de dialogue aussi. Ouais. Donc ça, c'est quand même un des trucs où c'est très facile et très symptomatique de l'univers de Peyo, super lisible. Hyper lisible, on comprend toute l'action, on n'a pas vraiment besoin des mots pour comprendre ce qui se passe. Du coup, il va créer ce petit personnage de Poussy et continue à dessiner aussi pour d'autres journaux, comme La Dernière Heure, où il va créer plus tard le personnage du jeune page du roi, aux cheveux blonds, au Moyen-Âge, et il s'appellera Johan. Alors les temps sont difficiles pour le jeune artiste parce qu'il traverse une grosse crise de doute. Ses petits boulots, finalement, ça paye, mais bon, c'est quand même pas trop ça. Puis il voit un peu ses potes qui sont partis faire des carrières à droite à gauche, en tout cas ces jeunes animateurs de la CBA,
Et plus tard, quelques années plus tard, en 1951, il va tomber par hasard, porte de Namur, sur André Franquin, qui prendra un peu de ses nouvelles pour savoir ce qu'il devient. Et lui de dire, je fais des petits jobs à droite à gauche, mais voilà, ça marche pas trop. Puis Franquin qui lui demande, montre-moi un peu ton travail, qu'est-ce que tu fais ? Et il va se rendre compte en fait qu'il dessine quand même super bien, qu'il a quand même un chouette univers, et va le pousser un peu dans le dos pour aller présenter son travail, ce qu'il aura fait plusieurs fois du côté du journal de Spirou. Pendant des années, on lui aura refusé la porte en lui disant « faudra continuer à travailler, revenez, c'est pas encore assez abouti, les dessins sont pas bons ». Puis là, c'est quand Franquin vient et se présente, c'était déjà un gros bonhomme chez Spirou, Peyo déclara que ce jour-là, il aura découvert l'amitié et le piston. Parce que forcément, le boss de Spirou lui dit « Ah, c'est super ce que vous faites, c'est génial, ça. Venez bosser pour nous, bien sûr ». Donc voilà, c'est clair là. Et peut-être juste dire aussi, Pierre, Peyo, la même personne. Voilà, ouais. C'est un pseudo qui s'est rajouté. C'est ça, il va prendre ce pseudo après. Les premiers jouants sont signés Peyo. Ok, donc il signe déjà Peyo, ok, autant pour moi. Enfin, les premiers jouants les premiers jouants du journal de Spirou sont signés Peyo. Faut dire qu'à ce moment-là, Franquin, c'est un des big boss des dessinateurs du journal de Spirou. Pour ceux qui connaissent pas, André Franquin, c'est un des gros darons de la BD franco-belge. C'est encore maintenant l'exemple que tous les nouveaux dessinateurs citent comme étant la référence. C'est le Spielberg, quoi, vraiment, avec Hergé, quoi. Bon, pour ceux qui connaissent pas, le journal de Spirou, c'est un hebdomadaire belge consacré à la BD, publié par les éditions Dupuis. 6001 Marcinelle, on est là, on représente. Journal créé en 1938, la même année que Superman, pour dire que c'est quand même un vieux journal. Petit fun fact, Superman a été à l'époque publié dans le journal de Spirou, sous le nom Marc le Hercule moderne. Génial. Oh là là, le Hercule moderne. Ouais, c'est cool. Il avait juste une cape et il pouvait voler. Comme Hercule. Avec un S, mais il s'appelle Hercule quand même. C'est ça. S comme Hercule. S comme Hercule. C'est Hercule. Le journal, il existe toujours. Hein. Moi, j'ai été abonné vraiment longtemps. Et... J'ai eu aussi des Spirou. J'en ai eu entre les mains aussi. Si on revient un peu en arrière dans les épisodes qu'on a présentés précédemment, c'est le même format en fait que le Weekly Shonen Jump. Oui, tout à fait. C'est des magazines de prépublication de BD avec des histoires exclusives à Spirou aussi, avec bien sûr le personnage de Spirou, qui est aussi une des BD phares du... Il y avait déjà Gaston à l'époque qui était publié. Gaston est publié à partir de 1953, si ma mémoire est bonne, ou 55, je ne suis plus sûr. Toi aussi, Gredu, t'as lu un peu de Spirou Oui, j'en ai eu dans les mains. Après, j'étais un peu jeune, je pense, et ça n'a jamais été trop les BD à la maison. Donc voilà, j'en ai vu passer. Petit, c'était plus le petit Spirou, moi, je kiffais bien. Ah, c'était cool, le petit Spirou. Ouais, c'était vraiment mortel. On fera peut-être un épisode sur Spirou un jour. Moi, ça me passionne. Ça me chaufferait bien aussi. Bon, pour revenir à notre histoire, on est après la Seconde Guerre mondiale. Le journal a pour auteur vedette JG. C'est lui qui, à ce moment-là, dessine le personnage de Spirou. C'est pas lui qui l'a inventé. Je vais pas refaire l'histoire de Spirou, mais à ce moment-là, c'est lui qui le dessine. Et JG, il a un atelier dans sa maison à Waterloo. Waterloo, c'est au sud de Bruxelles pour les Français et les Québécois. Et les Belges Suisses, qui savent pas du tout où se situe Waterloo. Bien sûr, c'est au sud de Bruxelles. À ce moment-là, JG il va s'entourer de jeunes dessinateurs, à savoir Eddie Depape qui va créer Marc d'Acier, Will qui va créer Tiff et Tondu, Maurice, on en a parlé, il travaillait aussi au studio d'animation qui va faire Lucky Luke, évidemment. C'est fat, c'est stylé, hein. Il a pas peur de personne, Lucky Luke. Et bien sûr, Franquin, on l'a dit, donc Franquin, il va reprendre Spirou et Fantasio. Il va créer Gaston Lagaffe, il va créer le Marsupilami, aussi un autre gros morceau, quoi. Bon, c'est à cette petite troupe-là qu'on doit la création d'un style qu'on va appeler l'école de Marcinelle. 6001, on est là. En tout cas, toi, t'y étais. Ouais, moi, j'y étais. Mon père vient de là-bas aussi. Ah, ben voilà. C'est donc lui qui vient de là. L'école de Marcinelle, c'est un style graphique et narratif qui est en opposition à la ligne claire d'Hergé. Ouais. La ligne claire, c'était un dessin très précis. C'est comme ça qu'Hergé dessinait Tintin. Hein. C'était un trait très précis, très défini. Il y avait beaucoup de détails, mais tout était très lisible. Ouais. Tandis que l'école de Marcinelle, c'est la grosse déconne, quoi. Tout est plus rond, tout est plus nerveux, tout est plus, plus exubérant dans le dessin. Tout est plus américain, globalement.
Bah, en tout cas, on peut dire ça parce que JG, Maurice, Franquin, ils sont partis vivre pendant un temps aux USA. Et probablement que l'école de Marcinelle a été influencée par ses passages américains à l'univers américain. On peut écouter une petite interview de Fred Janin, qui est dessinateur, qui est dessinateur, auteur de BD, et qui en parle justement. Il a bien connu cette école-là. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait cette espèce d'école totalement différente, c'est-à-dire entre le Spirou et le Tintin, il y avait ce grand fossé, et il y avait une fascination pour l'esprit, la parodie, la fascination pour l'Amérique, les chewing-gums, le Coca-Cola était très présente. Je crois que, en tout cas, je suis sûr que quelqu'un comme Delporte, qui était le rédacteur en chef pendant les grandes années Spirou, était quelqu'un qui lisait beaucoup ce qui était anglo-saxon ou américain, et il est clair que, Franquin le dit lui-même, il était fasciné par ce style graphique que du côté d'Hergé, on n'aimait pas trop, en fait, c'était plutôt vulgaire. Et c'est très marrant parce que moi, mon père était peintre, et quand j'étais petit, il me disait arrête de lire Spirou et tous ces gros nez et ces dessins vulgaires. Je crois que cette bande, l'école de Marcinelle est américaine. C'est assez drôle à imaginer quand on voit les terrils. Bah ouais, et pour la petite histoire, hier, je suis allé dans un magasin de bande dessinée. Je suis tombé sur un papa qui cherchait la première BD pour son gamin. Son gamin était avec lui. C'est super drôle parce qu'en fait, il a demandé conseil au vendeur. Et il se retrouve, j'étais en train de chercher des BD des Schtroumpfs pour en lire une en particulier. Et j'écoute les recommandations du vendeur qui recommande Yakari, d'autres BD qui sont dans le coin. Et le garçon, le petit gamin, il va et il voit le Marsupilami, il revient vers son père, il dit « Ah, c'est ça que je veux lire, on l'a vu à l'école, mes copains, ils ont ça, j'aimerais bien lire ça, ça a l'air chouette. » Son père ouvre la BD, feuillete un peu, et dit « Ouais, non, il n'y a pas d'histoire là-dedans, on va pas lire ça, c'est pas... » Donc je pense qu'il voulait un peu l'initier aussi à la lecture. Et pour lui, le Marsupilami, c'était pas cool. Donc ça résonne un peu avec ce que Fred Janin disait de son papa de l'époque. Je pense qu'en 2025... ça n'a pas trop changé, il y a encore des papas qui trouvent que c'est un peu grossier ce qui se passe là-dedans. Mais bon, voilà. C'était une interview extraite des cases de l'Oncle Sam de Thierry Belfroy. Donc là, c'est la fondation de l'école de Marcinelle, c'est le début de ce qu'on appelle l'âge d'or de la BD franco-belge, et du journal de Spirou en particulier, parce que à ce moment-là, donc on résume, on est fin des années 40, début des années 50, on va avoir Lucky Luke, Tiffet Tondu, Spirou, Gaston Lagaffe, le Marsupilami, entre guillemets, Boulet Bill, Gilles Jourdan, tous ces personnages-là. Moi, je viens de Charleroi, il y a des statues de ces personnages-là dans la ville de Charleroi. C'est vrai, sur des ronds-points. Ouais, c'est assez cool. C'est un peu délavé, mais... Ouais, c'est vrai. Petit message à la ville de Charleroi. Il est temps de remettre un petit coup de peinture. S'il vous plaît, ouais. Et donc, en plus de tous ces personnages-là, maintenant, il faut compter avec P.O. Eh bien oui, parce que donc, suite à cette rencontre fortuite avec Franquin en 1951, Franquin va le faire rentrer dans le journal de Spirou. Et Peyo va terminer ses dernières planches pour son précédent employeur. Et il va réutiliser son personnage de Johan, qui va relooker. Il va le faire passer chez le coiffeur. Parce qu'il avait un peu une tête de con, on va pas se mentir. C'est vrai. C'était un petit blondinet. Je trouve qu'il l'a maintenu, cette tête de con, mais oui, voilà, ouais. Après... En tout cas, il va avoir une coiffure un peu plus courte, enfin un peu plus longue, je sais, bizarre. Une espèce de coupe au bol. Moche, mais mieux, mais toujours un peu moche. Il était pas un peu androgyne quand même? Si. Ouais, un peu, le personnage de Johan. Sur le départ, c'est vrai que tu peux te poser un peu la question de est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Parce qu'il il est jeune aussi, plus jeune dans les précédentes histoires. Donc là, Peyo va le reprendre. Il va le faire vieillir un petit peu aussi. Donc maintenant, c'est plus un homme. Et Peyo va lui donner des plus longues histoires, et notamment des histoires d'aventure médiévale en 1952. Avant la parution de Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est quand même cool. Hein. C'est ambitieux et c'est très cool. Et ça va payer parce que donc les deux premières histoires, donc c'est Johan, le châtiment de Basenhau. Je sais pas si je le prononce. Basenhau, ça se passe en France. Hein, Basenhau. C'est beaucoup plus classe de dire Basenhau. Basenhau. Ah, c'est peut-être Basenhau, effectivement. Oui. Et puis Johan, le maître de Roussillebeuf. Bon là, ça va. Ouais, ça c'est plus simple. Ça c'est plus simple. Et ces deux premières histoires, elles vont plaire. Et comme le succès est là, ça continue. Et c'est en 1954, dans la troisième histoire de Johan, intitulée Le lutin du bois aux roches, qu'un petit personnage grincheux
et Turbo Schtroumpf qui va faire son apparition et qui va prendre le rôle un peu du sidekick. Alors, je sais pas, Revox, tu peux m'expliquer un peu ce que c'est un sidekick ? Ouais, le sidekick, c'est un petit peu le partenaire marrant, quoi, le gars qui est là, le faire-valoir, qui est là pour mettre en avant le personnage, Ouais. qui est toujours un petit peu râleur, un petit peu gaffeur, un petit peu... Il y a eu plein de duos comme ça. Oui, dans la BD franco-belge, c'était un grand classique. Hein. Il y avait le capitaine Haddock de Tintin, Fantasio pour Spirou, et ici, on a ce nouveau personnage. Ce nouveau personnage de Pierre Louis. Moi, je l'ai toujours dit Pierre Louis, Ouais. mais dans certains dessins animés, c'est Pierre Louis, dans certains dessins animés, c'est Pierre Louis. Mais on s'est arrêté sur Pierre Louis. Hein. Il n'y a pas de faute dans les noms, mais bon, on s'est arrêté effectivement sur Pierre Louis. Très dur à dire. Ouais. Ça va être, pour le reste de l'épisode, on va essayer de faire gaffe. Mais en tout cas, c'est lui qui va un peu devenir la star, quoi. Et ça s'explique aussi parce que c'est vraiment... T'as un premier personnage qui est hyper droit, fonceur, un peu brave, etc. Puis ça, en général, c'est des personnages un peu chiants. Quand tu les lis, quand tu les vois, là, le sidekick, qui vient ramener ce truc complètement fun, décalé, hyper permissif, il est vulgaire, il boit, il fait n'importe quoi, enfin il est complètement dépravé. Et je pense que ça c'est toujours le côté très drôle, ce qui fait que quand tu ramènes ce personnage-là, tu viens ramener une dose de fun dans ton histoire et ça plaît tout de suite aux gens, quoi. Et ça plaît tellement qu'il sera même question de le faire devenir la mascotte du journal de Spirou. Bon, finalement, ça sera Gaston Lagaffe qui va l'emporter, qui va avoir le rôle de mascotte. Tant mieux. Parce qu'en lui, en termes de personnage décalé, complètement loufoque, il y a pas mieux à mon sens. Gaston, ça reste un des plus grands représentants du décalé à la Spirou, en tout cas. Ouais. Mais par contre, Pierre-Louis va quand même gagner un petit titre de noblesse. Parce qu'avant, les histoires de Jean, c'était les aventures de Jean. Et maintenant, ça sera Jean et Pierre-Louis. Et puis le nom de l'histoire. De l'histoire. Et ces deux compères vont devenir complètement inséparables. Ils vont vivre beaucoup d'aventures. Et j'ai pu en lire quelques-unes pour la préparation de cet épisode dans les compiles Dupuis. Les intégrales. Ouais. Les intégrales Dupuis, oui. Et franchement, c'est pas mal cool. Mais j'ai l'impression qu'on a un turbo fan autour de la table. Hein. Je suis démasqué. Ouais, moi je suis depuis tout gamin, je suis un ultra fan, un hooligan de Jean Pierre-Louis. C'est vrai que je t'ai déjà vu te balader comme ça avec ton masque. Ouais, c'est arrivé. Avec un gros D derrière, on comprend pas très bien pourquoi. Pour moi, on touche à ce qui se fait de mieux dans la BD franco-belge de l'époque. Pour les enfants, à l'époque c'était essentiellement pour les enfants, mais c'est super drôle, c'est palpitant, mine de rien les histoires elles sont quand même bien torchées, c'est super créatif, les dessins ils sont super expressifs et en même temps c'est super lisible. Ouais. D'ailleurs on commence à voir que... Là c'est la signature de P.O. Hein. Expressif et lisible, c'est vraiment le combo, quoi. Il va reprendre pas mal des codes de l'école de Marcinelle, ce côté un petit peu fun, un petit peu... rondouillard et un petit peu nerveux, mais en même temps c'est un fan de Tintin, donc c'est ultra facile à lire, quoi. Ouais. Et donc moi je peux que conseiller à tout le monde encore maintenant de se jeter sur les fameuses intégrales de Dupuis, parce qu'ils déjà ils ont fait un travail magnifique. Très chouette. Ouais. Il y a des belles préfaces. Ouais, surtout en fait ça c'est vrai que ça c'est le côté c'est la petite plus-value dans l'intégrale, c'est que tu peux en apprendre un peu en lisant la préface qui est quand même bien illustrée, qui fait un travail de documentation déjà sur les quelques albums qu'ils présentent dans leur intégrale. Et franchement, je trouvais ça chouette. Je trouvais ça très très chouette. Et au début, les histoires de Jean et Pierre-Louis, faut que je m'y habitue, elles sont purement médiévales. Oui, Ouais. c'est ça parle de ducs, de brigands, de voleurs de poules, de méchants rois, de se cacher dans les buissons. Mais c'est vrai que petit à petit, Peyo, qui est quand même un peu de l'école du fantastique, il va rajouter des petits éléments petit à petit, comme le fameux omnibus l'enchanteur, qui est une espèce de Saint-Berlin l'enchanteur, C'est Merlin, oui. concrètement. Et par hasard, vraiment un autre petit exemple de petit truc un peu fantastique qu'il va rajouter, c'est une flûte, une bien étrange petite flûte qui aurait 6 trous. Ouais, donc là on a une nouvelle histoire de Jean et Pierre-Louis qui s'appelle La flûte à 6 trous, qui sera plus tard renommée pour La flûte à 6 schtroumpfs. Mais d'où qui vient ce mot ? Et ben dans une archive de l'INA, Peyo nous raconte un peu la naissance du mot schtroumpf. Le langage lui-même est venu avant la création du personnage. C'est un jour où, avec André Franquin qui dessine Gaston et qui a dessiné Spirou, je lui ai demandé à table de me passer et ne trouvant pas le mot, j'ai dit passe-moi le schtroumpf. Il m'a dit tiens voilà le schtroumpf. J'ai dit merci de me l'avoir schtroumpfé, quand je n'en aurai plus besoin je te le schtroumpferai.
Et on s'est amusé à parler Schtroumpf tout à fait sans avoir l'idée de l'employer un jour, disons commercialement. Cette anecdote, elle est ultra culte. Super connu. Ouais. C'est quand on présente des Schtroumpfs en général, la première chose qu'on vous dira, c'est tu sais comment le nouveau Schtroumpf est né. Donc, on n'avait pas envie de la faire comme ça. On est allé rechercher justement l'anecdote qu'il a dû raconter des dizaines et des dizaines de fois au cours de sa carrière de Peyo. Et là, pour le coup, c'était une archive de l'INA, je l'ai dit. Et donc, les Schtroumpfs font leur apparition dans ce récit qui s'appelle La flûte à 6 trous. À 6 trous. Ah, je vais le faire à chaque fois. À chaque fois. J'ai rajouté ça comme blague. Je me suis dit, c'est drôle. Et maintenant, je suis piégé avec ça. D'ailleurs, on va faire tout le reste de l'épisode en langage Schtroumpf. L'enfer. Aïe, 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 aïe. Abonnez-vous avant, comme ça, au cas où. Oui, vraiment. Schtroumpfez-vous avant, effectivement. Un marchand oublie au château une étrange flûte. Elle n'a que 6 trous. Vous savez combien de trous a une flûte ? 9 ou Je pense 8 que c'est 8. Lorsqu'on J'aurais dit joue 9 aussi. Lorsqu'on joue de cette flûte, Pirlouit se rend compte qu'elle fait danser les gens, et jusqu'à l'évanouissement même. Et ils finissent, donc avec cette flûte dangereuse, ils finissent par rencontrer Mathieu Torchesac, un homme mal intentionné, qui s'empare de la flûte pour commettre des vols en fait. Pour l'arrêter, Johan et Pirlouit vont se dire on aurait bien besoin d'une deuxième flûte pour pouvoir l'arrêter. Avec l'aide d'Omnibus l'enchanteur, leur quête pour la deuxième flûte les mène au Pays Maudit. Au Pays Maudit, ils vont rencontrer les créatures qui sont les artisans de la flûte, les Schtroumpfs bien entendu. Et dans ces Schtroumpfs, beaucoup de choses sont déjà là. On a le grand Schtroumpf, les maisons champignons, les chansons, et les Schtroumpfs sont tous les mêmes. On n'a pas encore cette histoire de caractère de Schtroumpf paresseux, on n'a pas vraiment ce truc de métier ou de caractère. Ouais, il y a le grand Schtroumpf et les Schtroumpfs. Voilà, Ouais. c'est ça. Et on apprend que les Schtroumpfs, ils ont en général 100 ans, et que le grand Schtroumpf a fêté ses 542 ans. Aux chanterelles. Au chanterelles. Très très important, Très c'est un important. truc qui est répété tout le temps. Il y a peut-être quand même une diff par rapport aux Schtroumpfs actuels à ce moment-là, c'est que ils n'ont pas 4 doigts mais 5. C'est Oui, juste. C'est vrai. Et donc ça, voilà, ce sera la petite diff, l'évolution plus tard. Les Schtroumpfs auront perdu un doigt dans la bataille 2 même. Et le design, il est encore un peu balbutiant, donc ils ont un chapeau tout droit comme ça. Ouais. On n'est pas encore sur le design que nous on connaît des Schtroumpfs, par contre tout est là, ils ont les vêtements blancs, ils sont bleus, enfin ça ressemble déjà pas Ils mal. sont quoi. déjà colorés comme ça. Et cette BD, La flûte à 6 Schtroumpfs, c'est un chef-d'œuvre absolu à mes yeux. Je suis d'accord. Je trouve que le mystère il est prenant, Pirlouit il est marrant, il est super cool. On est pris par le suspense jusqu'à l'apparition de surprise des Schtroumpfs. Enfin, quand tu les connais pas, tu vois juste une petite main par-ci par-là, tu les entends juste parler. Attention, on va Schtroumpfer. Et d'ailleurs, ça arrive très tard dans la BD. Oui, et là on précise qu'on parle bien de la BD Ouais, et pas du film. Pas du film. Le film La flûte à 6 Schtroumpfs, on en parlera dans la partie 2 de cet épisode. Abonnez-vous pour ne pas le Schtroumpfer. Et à l'époque, dans la BD, c'est aussi le moment où on va s'éloigner du gaufrier, ce qu'on appelle le gaufrier en BD. Le gaufrier, c'est la disposition des cases, le découpage dans une BD classique où toutes les cases ont la même taille, genre 3x4 ou un truc comme ça, mais on a 12. que des... J'ai passé des réflexes comme ça des fois que j'ai. Je suis désolé, mais j'ai été traumatisé par les tables de multiplication. Et ben Peyo aussi, parce que c'est pour ça qu'il va aller vers des mises en page plus audacieuses. Donc c'est le moment où la BD commence à s'ouvrir avec des mises en page plus curieuses, avec des plus grandes cases, des plus petites, des organisations plus expressives. Pour moi, c'est un des grands chefs-d'œuvre de Peyo, cette BD. Ouais, c'est clair. En tout cas, il a lancé quelque chose avec ça. Il a créé. Alors, on parlait de Tolkien un tout petit peu plus tôt. Lui aussi, il a créé son propre langage à la Tolkien, et c'est la langue Schtroumpf. Et en créant sa langue Schtroumpf, au départ, les Schtroumpfs, on comprenait pas trop ce qu'ils racontaient. D'ailleurs, carrément rien. On comprenait carrément rien. En tout cas, dans la BD, flûte, c'était. ouais, dans la BD, c'est C'est incompréhensible. incompréhensible, et c'était voulu. Parce que voilà, il fallait qu'ils aient leur propre petit langage. Mais petit à petit, il s'est rendu compte qu'en fait, ça pouvait être très cool de leur garder un langage comme ça, qui ne pouvait être que compris finalement que par certaines personnes. Donc certains adultes ne comprendront jamais ce qui se dit. Et d'autres finiront par avoir quand même quelques petites données sur ce qui est en train de se raconter. Donc on explique un peu comment ça marche. Tout le monde sait comment on parle le Schtroumpf. Mais les Schtroumpfs, ils ont une langue contextuelle. Le Schtroumpf. Le Schtroumpf. Donc ils remplacent les noms communs par Schtroumpf et les verbes par Schtroumpfer, simplement. C'est ça. Et il y a même eu un petit mode d'emploi
qui a été dessiné sur comprendre la langue Schtroumpf, qui avait été publié dans le journal de Spirou. C'était marrant parce qu'en fait, on te montrait des cases avec voici un Schtroumpf qui tient un Schtroumpf, qui a un Schtroumpf, qui va se servir de Schtroumpf avec le Schtroumpf. Alors, je me rappelle plus de l'ordre de comment c'est fait, mais c'est vrai qu'en lisant ces cases, tu comprends exactement ce que le Schtroumpf veut dire en fonction de là où il est placé et en fonction de l'action et de ce qui est dessiné. Donc, encore une fois, un peu à la poussie, il n'y avait pas besoin forcément d'avoir du texte pour comprendre, mais quand tu rajoutes du texte qui veut rien dire, bah, tu te rends compte que tout est compréhensible malgré tout, quoi. Et ça permet aussi de cacher des gros mots. Ouais, clairement. Ferme ta Schtroumpf. Exactement. Et oui, donc, où il commence à me les schtroumpfer. Ouais, ce genre de choses. tu peux donc finalement, ça peut même rester des insultes de l'époque ou même actuelles, quoi. Il y a moyen de les faire évoluer aussi dans ta tête. Et en plus, c'est une idée de génie parce que ça crée un espèce d'escape game Ouais. pour les enfants, quoi. Ouais, de C'est- deviner Quand un t'es peu ce qui enfant se et que dit, tu quoi. lis ça, tu dois essayer de décrypter, tu peux imaginer ce qu'ils disent, tu peux imaginer des variantes à ce qu'ils disent. C'est super créatif, quoi. Ça a dû matrixer quelques gamins parce que à l'époque, Peyo a reçu beaucoup de courriers de plaintes de profs qui l'accusaient directement de désapprendre à lire. Un peu peut-être comme le papa que j'ai vu Oui, c'est ça. dans le magasin qui voulait peut-être pas que son gosse dise Schtroumpf toutes les 3 minutes. Et de mettre en danger la richesse de la langue française. Donc certains parents lui reprochaient aussi en fait que les gamins parlaient Schtroumpf à la maison et donc qui comprenaient plus rien de ce qu'ils disaient, quoi. C'est vrai que ça doit être un peu particulier parce qu'il y a quand même bien moyen de t'imprégner de cet univers-là. Alors si tu commences à le lire et à le lire et à le lire et à le lire, ça peut vraiment s'intégrer dans ton cerveau, quoi. Et très vite, le public il va réclamer du Schtroumpf. Donc c'est un énorme succès, hein. Les personnages, dès le début, tout le monde les trouve super adorables, super attachants, super fun. Donc ils vont complètement éclipser les personnages principaux. Ils vont apparaître dans beaucoup d'histoires de Jean et Pierre Louit. Et quand ils apparaissent pas, on est sûr qu'ils apparaissent dans l'album prochain, l'album d'après, parce que les gens vont réclamer. Mhm. À ce moment-là, le rédacteur en chef du journal de Spirou, c'est Yvan Delporte. Ouais. Yvan Delporte, il est célèbre pour avoir vraiment développé toute l'image farfelue et délurée que Spirou, le journal, va avoir à cette époque-là. C'est notamment lui qui a permis l'apparition de Gaston Lagaffe, hein, dans le genre déluré, on en a parlé. Il va aussi être un des personnages clés pour les Schtroumpfs. Parce que pour le numéro spécial vacances de 1959, Delporte, il a une idée. Il veut proposer une histoire miniature. Une histoire miniature, c'est-à-dire 3 feuilles A4 que les lecteurs doivent plier et agrafer eux-mêmes pour créer un mini-album de BD. En parallèle de ce qu'ils ont reçu déjà, quoi. On appelle ça des zines parfois. C'est ça. Cette façon de plier, de couper les feuilles à 4. Ah, c'est cool. Et du Des coup, zines. Ouais. Ok. je connaissais pas ce terme. Ouais, je connaissais pas non plus. Moi, je crois qu'il vient de l'inventer. Ouais. c'est possible Attends, que t'aies vous êtes eu là une zine. depuis tout à l'heure. Hein. Moi, je suis pas un technicien du son. Depuis C'est tout vrai. cet épisode, ça y est, c'est le moment où je le dis. C'est vrai. Ils nous inventent des mots. Enfin, avec le son, je comprends rien de ce qu'ils font. Voilà, laissez-moi inventer mes mots aussi. Bah donc ça veut vraiment dire quelque chose pour le coup. Ok. Donc, qui de mieux que des persos miniatures pour apparaître dans une BD miniature? Ouais. Ça se tient de ouf. À fond. Et donc, Delporte, il va les proposer à PO, ça te dirait de faire des mini-albums des Schtroumpfs, quoi. C'est quand même déjà le début aussi Enfin, on peut encore refaire le parallèle avec le Weekly Shonen Jump. Le Spirou, à l'époque, pourquoi les Schtroumpfs arrivent et comment ça se développe, c'est aussi parce que il y a plein de lecteurs qui ont envoyé des courriers en disant « Waouh, c'était super, on a adoré les petits personnages de... » Il n'a pas eu le choix, en fait. Comme Toriyama à l'époque, il n'a pas eu le choix que de devoir un peu embrasser le courant qui était en train de se lancer, de cette vague de popularité qu'ont eu les Schtroumpfs à un moment donné, de dire, moi, mon histoire à la base, c'est une histoire de Johan et Pierre Louit. Et là, j'ai des personnages qui vont finir par supplanter d'ailleurs mes héros pour que je contente le public, je vais devoir écrire des histoires. Et c'est comme ça que tout commence, en fait. Et ça commence par une toute première histoire. On va pas les citer toutes, hein, les histoires des Schtroumpfs, mais Si. on va commencer. On va toutes les faire. Toutes. La première histoire, les Schtroumpfs noirs. Donc on retrouve les Schtroumpfs dans leur village. Un Schtroumpf va être piqué par la mouche Bzz, qui va le transformer en Schtroumpf noir, et qui est une espèce de méchant Schtroumpf qui fait gnap gnap, et qui va mordre les autres Schtroumpfs, mordre leur petite queue à l'arrière. Un zombie, quoi. Un zombie, c'est un zombie. C'est une histoire de zombie au pays des Schtroumpfs. De zombies, et on est vraiment à l'époque où ça n'existe pas encore vraiment Ouais, c'est totalement, clair. les zombies. Tout à fait, Donc, ouais. précurseur, le Peyo. Précurseur. Il a inventé les zombies avant Romero et sa Nuit des Morts Vivants, quoi.
Et on pense quoi de ces premières histoires des Schtroumpfs ? Moi, je l'ai trouvé très drôle. En fait, les premières histoires des Schtroumpfs, je trouve qu'elles sont hilarantes. Il y a vraiment un truc où, dedans, je me suis vraiment surpris à rire. Bon, pas à gorge déployée non plus, mais à sourire, à marrer devant certains gags et devant la lisibilité. Donc là, par exemple, dans cet album-là, t'as le Schtroumpf volant aussi. Ouais. T'as à chaque fois 3 petites histoires qui sont publiées dans l'album relié. Et le Schtroumpf volant, moi, il m'a beaucoup fait rire. Le Schtroumpf noir, il y a déjà des bons gags, mais c'est vrai que les premières histoires sont très drôles. Je trouve ça assez chouette. Ouais, je suis d'accord. Et puis, bon, c'est déjà aussi très joli. Alors, les albums ont été redessinés. Donc maintenant, si vous prenez par exemple les Schtroumpfs noirs ou le Schtroumpf volant, vous allez trouver des versions redessinées un peu plus tard. Par rapport aux mini-récits, ouais. Ouais, par rapport aux mini-récits. Qui, eux, ont été remis en vente récemment. Donc, vous pouvez acheter les mini-récits dans leur format d'origine, quoi. Ah ouais. Tu dois encore les plier ? Non, ils sont vendus déjà pliés. C'est chez Ikea, ouais, tu peux les acheter. Et non, moi, je trouvais ça très cool aussi, les mini-récits. Toi, c'est vrai, Tarzan, t'avais beaucoup aimé le Schtroumpf volant. Toi, c'était plus les Schtroumpfs noirs Revox. Moi, c'est plus le Schtroumpfissime, qui est un des autres mini-récits. Qui est génial. Que je trouve vraiment très bien. Ouais. Moi, puis les morales aussi que ça ramène, ça c'est... C'est ça que j'aime vraiment beaucoup avec les Schtroumpfs, c'est qu'au début, c'est surtout des fables sur le vivre ensemble et la vie en société, comme ça. Les Schtroumpfs, ils vivent en harmonie, c'est tous les mêmes. Un Schtroumpf va avoir une idée qu'il va tenter d'appliquer, mais à chaque fois, ça fout le bazar dans le village, comme le Schtroumpf volant, par exemple. Ouais. Qui veut voler, ça fait en cascade des catastrophes dans le village. Tous les gars qui viennent le voir en disant « Ouais, mais ça... » Parce qu'il teste, en fait, de voler par n'importe quel moyen. Et donc, à chaque fois, il va piquer quelque chose chez quelqu'un en se disant « Ah, tiens, si je prends... ta tenture ou je sais plus si c'est une tenture ou une nappe où il veut se faire une montgolfière avec puis il vole puis en fait ça foire et puis il va chercher autre chose et puis en fait ça foire et il pique ça à plein de gens qui le suivent à chaque fois en disant ma tenture et mon ça fait une bague à tiroir comme ça. Ouais, c'est très très drôle. Et le Schtroumpfissime effectivement c'est l'exemple le plus parlant de la fable du vivre ensemble quoi, parce qu'en gros le Schtroumpf ça devient Donald Trump quoi. Ouais. Ah ouais. Un peu vénère, mais oui. On aurait pu dire aussi Georges-Louis Boucher. Oui, complètement. C'est vraiment un Schtroumpf qui décide de prendre le pouvoir pendant l'absence du grand Schtroumpf. Et à noter qu'à la fin donc, de l'histoire, par exemple, du Schtroumpfissime, d'ailleurs, on va spoiler. On spoil, attention. Mais donc, à la fin du Schtroumpfissime, le Schtroumpfissime qui est devenu un dictateur, en fait, on lui dit non. Ça marche pas ton truc, et puis reviens dans le village, et il revient dans le village, il n'y a pas trop de conséquences non plus, quoi. Non. Ça va être une constante dans beaucoup d'albums, c'est qu'un Schtroumpf a une idée, il fait un truc, et puis il revient à l'anonymat à la fin, quoi. Ouais. Mais des trucs qui sont graves, parce qu'il y a un moment donné, on parle de Schtroumpficide. Il y a pas mal de combats, et on a le Schtroumpficide, alors je trouvais ça marrant d'être allé chercher ce mot-là. Je pensais qu'un pote l'avait inventé, mais en fait, non, tu ne l'as pas inventé, je l'ai lu. Donc, après, moi, ce que je trouve aussi vraiment efficace, quand on en a déjà parlé rapidement, mais c'est il a un sens du découpage, et je continuerai à faire le parallèle avec Toriyama, parce que vraiment, j'ai pu me rendre compte que de la BD des Schtroumpfs et de Dragon Ball, il y a des points communs, comme la lisibilité, les expressions, le sens du mouvement aussi, ça c'est quand même dingue. Franquin dira à un moment donné que on pouvait lire une planche des Schtroumpfs à 5 mètres et comprendre ce qui se passe, quoi. Ça, on n'a pas essayé pour ce podcast, on n'a pas fait l'expérience. On devrait, vraiment. Faites le test à la maison, allez acheter une BD des Schtroumpfs et dites-nous en commentaire si vous avez su la lire à 5 mètres. En tout cas, on peut la deviner. Et il y a une raison... Enfin, PO, il se donne pour créer le mouvement dans ses planches. Ouais, clairement. Et il va s'inspirer. Donc déjà, l'influence Disney, on la ressent complètement dans la rondeur de ses personnages, le personnage qui occupe le centre de la case. Et après, c'est aussi de comment c'est dessiné, comment il a dessiné et proportionné ses Schtroumpfs. En fait, la tête d'un Schtroumpf, elle est toujours vachement plus grosse, c'est en mode gros plan, donc là on peut vraiment bien lire les expressions. C'est un peu comme les super difformes c'est ça, des mangas. Et le reste, c'est son corps. Et son corps, lui, il est dans un plan général, mais il donne toutes les indications de mouvement. Ils sont d'ailleurs quasiment, je sais pas si vous avez remarqué, ils sont toujours 3/4 face ou de profil. Ça veut dire qu'ils donneront toujours une indication du sens de la marche ou de ce qu'ils sont en train de faire. Ça rend tout ça super lisible et vraiment hyper clair, quoi. Et en plus, il a tendance à faire
à faire des cases plus petites aussi quand Ouais. il fait les Schtroumpfs pour accentuer le côté miniature des Schtroumpfs. Et oui, c'est vrai, donc tout ça, effectivement, on le voit très bien, mais alors, nous, on n'est pas, enfin, moi en tout cas, je suis pas un expert BD, et c'est vrai qu'on a pu trouver une vidéo de BD Mancy qui parle un peu du découpage de Peyo. BD Mancy, qui est, je crois le reconnaître à son accent, un compatriote Oui, il me belge. semble aussi. Et franchement, moi j'ai découvert sa chaîne, c'est une petite chaîne, hein. J'ai découvert sa chaîne avec cette vidéo-là. Je vous encourage à aller découvrir parce que sa vidéo sur PO elle est géniale, sa vidéo sur Spirou elle est géniale, il fait aussi dans le manga, etc. Franchement, allez découvrir cette chaîne, c'est super intéressant. Bravo mon gars, parce que franchement tu cartonnes quoi. Ton gars sûr aussi. Mon gars sûr, on se connaît pas, mais c'est mon gars sûr. Bon, et alors, pour faire tout ça, il avait quand même une team avec lui, qui était pas mal d'assistants qui sont venus, qui sont tous devenus par la suite. C'est quand même un grand maître, hein, parce que finalement, tous les gars qui ont bossé pour lui ont fini par devenir des stars de la BD. Ouais, on aura Will qui va travailler sur les décors. Will, c'est Tiff et Tondu. François Walteri qui va même finir par reprendre une autre BD à lui plus tard, qui fera Natacha. De Rib qui fera Yakari, ça va plaire à ton... Ça va plaire au papa, ouais. qui voulait pas lire le Marsupilami. Dommage. Goss qui va créer le Scramustache. Est-ce que vous vous souvenez du Scramustache? Ouais. C'était un truc délirant avec Goss qui a fait aussi qui a co-signé des BD avec lui. Tout à fait, ouais. De Guitar, à qui on doit Papyrus, aussi un gros succès. Westerlin qui va créer le Dr Poche. Le Loup qui va créer Yokotsuno. Et pas le Dr Wu. Pas le Dr Wu. Et bien sûr Nin. Ouais, Nin, sa femme, qui sera sa coloriste et qui aura colorisé toutes les BD des Schtroumpfs jusqu'à sa mort. Et même après. Non, après, elle a plus su coloriser, mais une fois que t'es mort, c'est difficile de coloriser. Non, mais après la mort de Peyo, elle a continué. Non, c'est clair. Nin va continuer jusqu'à sa mort à elle. Jusqu'à sa mort à Oui, elle, c'est elle vrai, a continué. jusqu'à sa mort, C'est ça. Donc elle l'aura fait vraiment tout au long de sa vie. C'est à elle qu'on va... faut lui rendre hommage. C'est elle qui donne un peu le ton, puisque c'est elle qui a choisi le bleu. Oui. Par sélection, hein, et en fait, un peu comme par entonnoir, ils se sont dit, ok, le vert... Bon, ils sont tout le temps dans l'herbe, ça passera pas, on verra rien. Brun, pareil. Jaune, ils ont pas l'air d'être en super forme. Rouge, ils ont l'air énervés tout le temps. Donc, il reste quoi? Et du bleu. Ok, le bleu, ça passe, ouais, let's go. Excellent choix. Excellent choix. C'est vrai que ça a fait quelque chose. Et d'ailleurs, avec ses assistants, ils se sont amusés. Peyo, il avait vraiment ce sens-là de l'action et du vraiment ressentir ce que les personnages allaient vivre ou ce qu'ils allaient voir. Et donc, ils se retrouvaient à partir dans la forêt de soigne avec les assistants, faire du ramping pendant des heures pour se mettre à hauteur de vue d'un Schtroumpf et de se dire, ok, un Schtroumpf c'est tout petit, qu'est-ce que ça voit, et quand ça voit, à quelle dimension ça peut les voir, quoi. Donc Ça devait être chelou de voir P.O. dans le bois de la Cambre. Ils diront qu'ils étaient juste en face, donc son studio il était juste en face d'un asile, enfin d'un hôpital psychiatrique, et ils voyaient les gars depuis, les patients voyaient à l'intérieur du studio les mecs qui se tapaient dessus avec des sabres à des moments donnés, qui faisaient vraiment les fous. Donc peut-être qu'il y avait parfois des scènes assez cocasses dans ce studio. Ça avait l'air d'être très très cool, hein. Bonne ambiance. Ah ouais. Il dira lui-même que c'était plus un... Non, c'est pas vrai du tout ce que je veux dire. Vas-y, invente un truc. un alien, je sais pas. Ouais. Allez. Et dès le deuxième album... dès le deuxième album, il y a un personnage culte aussi qui apparaît. Cette fois, j'ai trouvé la formule idéale, celle qui me permettra de me débarrasser de ces horribles Schtroumpfs. Mon génie diabolique a encore une fois fait merveille. Mon rêve va enfin être exaucé, je vais retrouver ces monstrueux petits êtres bleus. Ça y est, c'est prêt. Maintenant, je vais pouvoir savoir où se cachent les Schtroumpfs. Et oui, vous l'avez sans doute reconnu. Il s'agit de Gargamel qui fait son apparition dans le deuxième album. Le voleur de Schtroumpfs. Le voleur de Schtroumpfs. Et Très drôle cet album. Ouais, il est mortel. Ouais. Ouais, déjà, il est cool. Alors bon, moi j'ai un problème avec Gargamel, c'est son chat Azrael qui le maltraite. Ah c'est vrai. C'est vrai qu'il en violent. prend plein la gueule. Même le Azrael. Schtroumpf le maltraite, Azrael. J'adore Azrael. Vraiment. Mais vraiment, il me fait trop marrer. Je kiffe trop ce chat. Je le trouve super, son design est incroyable. Et donc le nom Gargamel, il est trouvé par Delporte, donc le rédacteur en chef de l'époque du journal de Spirou.
et qui avouera avoir pompé le nom un peu de la mère de Gargantua de Rabelais, qui s'appelle Gargamella. Gargamella, exactement. Je vois pas le rapport, moi. Je vois aucun lien. Non, mais t'es dans la. Ils sont allés puiser dans la mythologie, quoi. Enfin, dans le côté médiéval. Et c'est aussi à Yvan Delporte qu'on doit le nom du mets préféré des Schtroumpfs, la salse pareille. Donc ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Et Ouais, apparemment, c'est une plante monocotylédone de la famille des Smilacacées. Révoque, ça a été sur Wikipédia. Non, c'est une plante dioïque, quoi. Elle ressemble un peu à de la Dioscorea communis. Ok. Enfin, c'est une plante. Enfin, je suis désolé d'avoir un peu de culture générale. Bah ouais. Et apparemment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais. Ouais. Peyo l'avait goûté. Ouais. Il le dit dans une interview, j'ai goûté, c'était vraiment infâme. Et je pense, à mon avis, j'arrive même à savoir dans quel album il a dû goûter. Parce que si effectivement il mimait vraiment tout ce qu'il dit, je pense que c'est dans le faux Schtroumpf qu'il le fait. Parce que Gargamel, dans cette histoire-là, il a un nouveau plan. Et il veut encore une fois se venger. Et donc il met au point une potion pour se transformer en Schtroumpf. Et la potion réussit, il se transforme en petit être bleu, sauf qu'il y a un petit détail qui manque, il n'a pas la petite queue, donc il va... Il s'en taille une en bois, etc., qui se colle aux fesses. Super strat. Ouais, super strat. Et puis à un moment donné, il se dit, comment je vais trouver des Schtroumpfs maintenant que je suis un Schtroumpf? Et il part dans la forêt et il va au milieu des champs de salse pareil. Et il trouve un Schtroumpf qui est en train d'en manger, qui lui dit « Ah tiens, t'en veux ?» Et là, il goûte et il dit « Oh, c'est dégueulasse !» Mais il est obligé de la manger, il se rend malade comme ça. Et là, je me dis, si vraiment c'est ça, ça doit être dans cet album-là qu'il a goûté. Moi, j'aime pas tellement le personnage de Gargamel. Je trouve qu'il est pas mal, hein, mais c'est un méchant un peu simpliste. Et quand il est là, il enlève le côté fable que moi j'aime bien dans les Schtroumpfs. Par moments, c'est un peu Bibi Pécoyote, quoi. Bah moi j'aime bien le personnage de Gargamel et de son chat parce que je trouve que ils sont à la fois bêtes et méchants, mais je trouve ça marrant. Ça fait un beau duo comique, c'est attendrissant et tout. Je trouve que c'est vraiment des personnages qui sont attendrissants et qui font le boulot des antagonistes d'une époque, quoi. On n'attend pas moins d'eux. Ils me font un peu penser à... Et je me demandais pourquoi Gargamel me faisait autant penser à ça. Mais ils me font penser à ce que j'avais vu d'Hanna-Barbera, par exemple, dans Les Fous du Volant ou dans Diabolo et Satanas. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que Gargamel et Satanas, ils avaient exactement la même voix. Diabolo, va chercher. Si j'obéis, est-ce que j'aurai une médaille? Tu n'auras pas de médaille si tu obéis, Diabolo, non? Oh, alors si c'est comme ça, alors je vais pas y aller. Mais tu feras 15 jours de fourrière si tu n'obéis pas. Bah voilà, donc c'était la voix de Philippe Dumas et on entendait ici un petit extrait de Diabolo et Satanas qui est aussi une série Hanna-Barbera. Tiens. Et moi de mon côté, Gargamel, je suis plutôt d'accord avec Revox là-dessus. En fait, il m'embête pas plus que ça, mais je préfère quand il n'y a pas Gargamel dans les histoires, quoi. Gargamel, on lui doit aussi quand même un album culte et un personnage culte aussi des Schtroumpfs. Ils ont sûrement un point faible, un grand cœur. Un grand cœur. J'ai trouvé. Leur grand cœur causera leur perte. Je vais leur envoyer une Schtroumpfette. La Schtroumpfette sera leur malédiction. Avec cette boule magique d'argile bleue, je vais créer la première Schtroumpfette de l'histoire. Bon, voyons. Parfait. Commençons par 3 larmes de crocodile, une cervelle de linotte, une grosse couche de parti pris. Un doigt de tissu de mensonge. De la poudre de langue de vipère. Et, pour terminer, une pierre très dure qui sera le cœur. Ça a marché. Victoire, j'ai créé une Schtroumpfette. Ouais, c'est un peu chaud, hein, et encore là, c'est la version du dessin animé. Dites-vous que dans la BD, ça parle de brin de coquetterie, de zeste de mauvaise foi, de la sottise pure, ce genre de choses. Bon, sa description de la Schtroumpfette / de la femme
est pas ouf. Alors on va pas faire la vie politique de Peyo non plus, on n'est pas spécialement là pour ça. Ça avait l'air d'être quelqu'un dans son époque, il allait à l'église, on sait pas si tu es croyant ou pas, on s'en fout un petit peu. Il a été éduqué dans une école catholique quand même pendant longtemps, assez stricte. Et faut aussi dire, comme à l'époque, qui était pas mixte. Donc lui, il a grandi, il a évolué qu'avec des mecs tout le temps, quoi. Et c'est vrai qu'au standard actuel, on se rend compte que ça tique un peu quand on lit l'album de la Schtroumpfette. Bon, il dira que lui, Peyo, il dira que c'était une envie de taquiner gentiment la jante féminine. On est en 66. Il se dédouane quand même en mettant une petite astérix. En disant que l'auteur du grimoire n'engage que sa seule responsabilité. Voilà, c'est pas vraiment la sienne non plus. Mais ouais. Mais n'empêche que c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois le personnage de la Schtroumpfette, qui va être un des personnages cultes aussi de la bande dessinée. Et pour le design, au début, elle n'est pas tout à fait comme on la connaît. Non, à la base, elle avait des cheveux noirs et un peu plus court, genre un petit carré. Et puis c'est un peu plus tard, au fur et à mesure que l'histoire se développe, qu'elle va être transformée par le Grand Schtroumpf et elle va revenir un peu en mode bombasse, entre gros guillemets, avec des cheveux blonds, des petits talons, jupe, etc. Donc c'est le moment où elle se transforme par le Grand Schtroumpf, quoi. Et où tous les Schtroumpfs finissent par la trouver jolie, parce qu'à la base, quand elle est brunette, ils la trouvent pas si belle que ça. En tout cas, ils s'en moquent un peu, quoi. Bon, apparemment, sa femme, Nin, a vraiment pas du tout kiffé parce qu'elle était au bord de la crise de nerfs quand c'est apparu, et elle lui a fait la gueule pendant 15 jours. Ça, c'est ce qu'il dira. Mais lui aussi, il était en pleine crise de nerfs parce que il n'était pas du tout convaincu par le design de sa Schtroumpfette quand elle devait se transformer en sortant du labo. Et c'est finalement Franquin qui a réussi à le convaincre en disant si elle est bien comme ça, vas-y, sors là, parce qu'il s'amusait, il était avec ses assistants, il disait ouais, je sais pas, celle-là, ça. Puis finalement, il n'endormait pas en fait. Et c'est lui qui a un peu libéré ce truc-là, quoi. Et en dehors du côté un petit peu daté, on va dire, du personnage et de l'histoire, je trouve pas que c'est une BD si cool que ça. Je trouve qu'elle est pas si marrante. Je trouve qu'on comprend pas trop c'est quoi l'objectif de la Schtroumpfette au début. Ouais, on comprend pas trop. Non, après, voilà, clairement, c'est un plan de Gargamel. Gargamel qui se dit je vais les attaquer là où je pense qu'ils vont pouvoir être faibles. Mais du coup, ça vient ramener plein de questions qui sont un peu bizarres, comme la sexualité des Schtroumpfs. On se pose jamais la question avant ça. Et puis là, ils deviennent dingues en voyant cette Schtroumpfette. Il y a des trucs comme ça que ça a soulevé qui, pour le coup, c'était bizarre d'arriver là-dessus. Mais voilà, il a quand même il a eu l'intelligence de se dire le personnage est un peu problématique, je vais pas le faire apparaître tout le temps au début. Donc, on la voit assez rarement, mine de rien. Elle repart, elle dit ouais, je sais quand même la zizanie, je m'en vais. Elle apparaît pas tout le temps comme ça, quoi. Et c'est aussi à partir de cette BD qu'on a quelque chose qui va arriver, qui va plutôt se confirmer là, en fait, qui est le fait que chaque Schtroumpf fait un peu sa personnalité. Donc on a la Schtroumpfette qui a pour personnalité d'être une Schtroumpfette, on a le grand Schtroumpf, mais on a aussi le Schtroumpf paresseux, le gourmand, le musicien, le coquet, et on a plein de Schtroumpfs comme ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? D'ailleurs, on va en parler tout de suite, comment s'est organisée la vie chez les Schtroumpfs. Au début, on apprend qu'il y a 99 Schtroumpfs, incluant le grand Schtroumpf. À l'origine, on l'a dit, les Schtroumpfs, ils sont tous les mêmes, donc ils sont absolument identiques. On a le grand Schtroumpf et les Schtroumpfs, c'est une masse de personnages anonymes. Et au fur et à mesure des histoires, on va commencer à avoir des personnages récurrents. C'est confirmé dans la Schtroumpfette, mais ça apparaît un peu tout le temps. Notamment le Schtroumpf à lunettes qui apparaît quasi dans la première histoire. Ouais. Qui est appelé Schtroumpf moralisateur. Ouais, Schtroumpf moralisateur. Schtroumpf casse-Schtroumpf aussi. Ça, il faut séparer deux catégories pour les Schtroumpfs. On a les Schtroumpfs de métier. Donc on va avoir le bricoleur, le pâtissier, le peintre, le paysan, etc. etc. Les Schtroumpfs de caractère, donc le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf coquet, costaud, paresseux, etc. Le bêta qui est super cool aussi. Et plus ça va, plus on apprend l'existence de Schtroumpf en fait. Plus on apprend... Qui sont pas que 99, mais ça. Qui sont de plus en plus, ouais. Dans pas mal d'histoires, en fait, c'est un Schtroumpf anonyme qui a une idée, on en parlait, qui décide de se lancer dans quelque chose. Le Schtroumpf volant, c'est ça, le Cosmos Schtroumpf, c'est ça, le Schtroumpfissime, c'est ça. Puis il va revenir à l'anonymat. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien quand les Schtroumpfs sont tous les mêmes. J'aime bien où on est dans une fable. C'est la ruche. Ouais, c'est la ruche, c'est ça que j'aime bien. Je trouve ça crée une parabole sympa du
du vivre ensemble. On perd un peu ça avec les autres histoires, mais après c'est vrai que ça crée des personnages auxquels on peut se rattacher, quoi. Bah bien sûr, t'as toujours du coup des traits de caractère auxquels toi tu peux t'identifier quand t'es petit. Tu peux te dire ah bah ouais moi aussi j'ai des lunettes, c'est le Schtroumpf. Bon après Pas pour de le chance coup pour si toi, t'as là. ouais, c'est ça, si t'as des lunettes là je repense à ça, c'était même une insulte en fait, une Schtroumpf à lunettes un peu. Ah, mais il se prend des coups Oui, de maillet jeune. dans la gueule, hein, si vous Ouais, voulez. ouais. Donc, C'est vrai. je trouve moralisateur, il Donc, explique ouais. ça. Ah, mais le grand Schtroumpf, il dit que paf, il se prend un coup de maillet. Ouais. Donc il a se pas fait bien comme bolosser, ouais. pour le coup il a pas fait comme Toriyama qui avait mis des lunettes à râler pour qu'elles soient vraiment fun. Et lui son Schtroumpf à lunettes c'est un binocle un peu nul quoi. C'est dommage. Moi, ce que je trouve un peu dommage avec cette histoire de Schtroumpfs qui ont des caractères, c'est qu'en fait, c'est un peu tout le temps les mêmes qui reviennent. On a toujours quelque part le Schtroumpf maladroit parce que c'est marrant, le Schtroumpf costaud parce qu'il est costaud, le grand Schtroumpf, bon, il est là tout le temps, à la limite, lui, Ça ok. passe. C'est le daron, quoi. La Le Schtroumpf Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes tout le temps. Et au final, il n'y a pas tellement d'histoires qui se concentrent sur, par exemple, le Schtroumpf paysan ou ce genre de choses. Alors, Assez peu, Non, il y mais en a. ça hein, peut mais laisser il y en la a, place mais- à. Je trouve que c'est quand même un truc où on va pouvoir te raconter ces histoires-là peut-être à un moment donné. Donc ouvrir globalement le lore des Schtroumpfs à l'histoire des 100 Schtroumpfs et de tous ceux qui arriveront après, ça reste possible. Après, il l'a peut-être pas fait à l'époque et moi ça me dérange pas trop. Même si je trouve que ça reste une étiquette qu'on leur colle au début, mais ils se définissent pas 100% à travers ça tout le temps. Un peu quand même. Hein, Bah, un petit peu. regarde si tu prends l'exemple du Schtroumpf olympique, ouais. là où on lui fait croire qu'il a un produit dopant sur le pif alors que c'est juste de la confiture. C'est Space Jam, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais donc, du coup, finalement, il se dit, ouais, je suis un peu nul et parce que mon nom me définit comme un Schtroumpf un peu pourri. C'est le Schtroumpf chétif. C'est ça. Et donc, c'est pas super en joueur. Et pourtant, c'est lui qui finit par gagner alors qu'il croit qu'il est dopé, etc. Et que c'est pas vrai. La petite morale du grand Schtroumpf à ce moment-là, c'est que tu peux être le Schtroumpf chétif, mais tu peux quand même gagner. Bon, c'est quoi le meilleur Schtroumpf? Moi, j'aime pas les meilleurs Schtroumpfs. Et moi aussi, je suis d'accord. Le Schtroumpf grognon, il est mortel. Ouais, j'allais le dire, surtout qu'il a un peu son grand moment aussi dans la BD les bébés Schtroumpfs. On en reparlera un peu plus tard dans cette partie-ci de ce double épisode sur les Schtroumpfs. Le Schtroumpf à lunettes bof, hein. Ouais. Très Ouais. bof. Le Schtroumpf bêta est cool, surtout au début. Il est drôle. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment de Schtroumpf préféré. Hein. C'est vrai que le Schtroumpf grognon, je l'aime bien, mais... Mais il est marrant parce qu'il amène toujours sa petite vanne derrière qui me fait sourire quand je la lis. Mais c'est vrai qu'après, il est anecdotique en fait. Le Schtroumpf bricoleur, à la limite, j'aime bien. Ah Ouais. oui. Ouais. Je pense que, comme tu disais, j'aime plutôt l'effet ruche global que un Schtroumpf en particulier pour ce qu'il est complètement, quoi. Bon, on a parlé de tout ça. C'est un peu le moment de la minute complotiste. Gentil complot. On est sur un complot plutôt sympa. Et musique pas tellement appropriée. Musique pas vraiment complotiste, mais peut-être que... Il y a quelques années, Ouais. Antoine Bueno, comme Ouais. Kinder, a écrit un bouquin intitulé Le Petit Livre Bleu. Dans ce bouquin, l'auteur s'interroge sur la société des Schtroumpfs et ses dérives. Est-ce que cet univers est teinté d'antisémites, de racisme ou encore de misogynie ? Première bande dessinée des Schtroumpfs, les Schtroumpfs noirs, intégralement consacrée à une menace qu'on pourrait taxer d'ordre racial. Puisque dans cet album, les Schtroumpfs sont malades, et quand ils sont malades, ils ne deviennent pas mauves ou rouges ou je ne sais quoi, ils deviennent noirs. Et quand ils deviennent noirs, ils perdent toute trace d'intelligence, ils deviennent complètement débiles, d'ailleurs ils ne parlent plus, et ils font plus que niap, 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 niap. Bah du coup, déjà il s'est planté parce que finalement ils deviendront mauves Dans le dessin animé, ouais. dans le dessin animé à d'autres endroits, mais surtout du côté américain, parce que ça se posait quand même comme question. Mais donc oui, il se posera la question de se dire si c'est des Schtroumpfs communistes. En tout cas, s'il y a toutes ces dérives-là, son analyse, il la définira comme sérieuse, la démarche pas du tout, et pas dépourvue non plus d'autodérision. Donc pour lui, la société Schtroumpf
c'est une société qui fascine, et c'est vrai, parce que en parcourant un peu les internets, je suis tombé sur certains blogs qui ont analysé la société Schtroumpf pour la théoriser comme un idéal communiste où l'individu n'est pas voué à la réussite. Si on reprend l'exemple du Schtroumpf volant ou du Schtroumpfissime, dès qu'il y a un individu qui sort de la masse, c'est forcément voué à la catastrophe. Oui. C'est forcément pour amener du chaos, ça devient un élément du chaos. Ça n'est que lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils font front commun contre une menace. Gargamel, souvent. Ouais. Souvent, ouais. Là, ils vont pouvoir être plus forts. D'ailleurs, je pense, dans les films, ça revient régulièrement, ce côté, les Schtroumpfs ensemble, on est plus forts, quoi. Ouais. L'union fait la force. Voilà. Et bien sûr, une devise très célèbre de par chez nous. Et donc, en parcourant les méandres d'Internet, je me suis régalé à lire un peu toutes ces théories complotistes, parce que parfois tu te prêtes au jeu, tu te dis ouais, c'est vrai. Et là, je vous ai retrouvé pour la blague un petit extrait d'une émission de Canal qui était le Before le Grand Journal, qui avait aussi la sienne. Et si les Schtroumpfs n'étaient qu'une propagande de l'idéologie communiste ? Réfléchissez, c'est l'histoire d'un groupe tous habillés pareil qui vit sans argent et partage tout. Comme chez les soviétiques, ils sont obligés de travailler et leur chef, le grand Schtroumpf, a un pouvoir absolu. Les Schtroumpfs portent en plus un bonnet phrygien, symbole des révolutions. Leur maison en champignons, elle, rappelle étrangement le Kremlin. Coïncidence ? Je ne crois pas. Et le grand Schtroumpf, il ne vous dit rien ? Eh oui, c'est la représentation exacte de Karl Marx, le père du communisme. Ses habits sont même rouges, la couleur du parti. En anglais, les Schtroumpfs s'appellent les Smurfs. Pour former, ça ne fait aucun doute, le slogan soviétique « Soviet Men under a red feather ». Et regardez le vrai nom de Peyo, l'inventeur des Schtroumpfs, Pierre Culliford, initiale PCF, comme le Parti communiste français. En 1969, en pleine guerre froide, les Américains envoient le premier homme sur la Lune. Réponse de Peyo la même année, le Cosmo-Schtroumpf. Cosmonaute, c'est le nom des astronautes russes. Pour finir, regardez dans l'album L'apprenti Schtroumpf. Le Schtroumpf bricoleur et le Schtroumpf paysan s'échangent quoi ? Une faucille et un marteau. Comme par hasard, les symboles du communisme. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne schtroumpfiez pas. Voilà, je trouvais ça très drôle. C'est vrai que quand c'est comme ça, on peut toujours faire dire tout à n'importe quoi. C'est marrant. Bon, revenons au BD. Là, le rythme de travail de PO, il va s'accélérer, mais énormément. Les Schtroumpfs, c'est un gros carton. Donc, tout le monde en réclame. Et PO, c'est quelqu'un qui sait pas dire non. Donc, dès qu'on lui dit « Ah, ça te dirait de faire un peu plus de Schtroumpfs ?» il dit oui. Il se retrouve à pondre des albums promotionnels pour la biscuiterie nantaise. Big Up, les BN, on adore ça. Oui. Pour Kellogg's aussi, et ça aura son poids plus tard. Ouais, parce que ils ont, les Kellogg's, des petits jouets. Et pour Quata aussi, du cacao belge. Oui, ouais. Big Up aussi. Du chocolat. Oui, moi j'aime beaucoup le Quata aussi. J'adore le Quata sur les crêpes. Ah ouais, tiens, j'ai jamais fait ça. Ah ouais, le choco Quata. Non, c'est les petits granulés de Quata. Les petits granulés. Ah ouais, ça c'est mortel. Ouais. Ok, en fait, il est pas belge, Revox. Tu manges ça sur tes crêpes aussi? Bah oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est un grand classique, le Quata. D'ailleurs, les granulés, ça ne doit être que du Quata, je vous le dis direct. Oui. Okay. Si vous m'invitez à manger des crêpes et que je vois sur la table que c'est pas du Quata, je n'en mangerai pas. En plus de ça, PO, il a envie de continuer jouant à Épurluit. Et en plus de ça, dans les années 60, il entame une nouvelle série, Benoît Brisefer. Benoît Brisefer, c'est bien connu aussi. Hein. Ça marchera pas, ça marchera jamais. Vous avez lu un peu du Benoît Brisefer? Non, pas vraiment. J'ai peut-être une ou deux BD, mais pas plus que ça, en tout cas pas récemment. J'ai pu en feuilleter un petit peu dans un des gros bouquins qu'on a utilisé pour préparer l'épisode, qui est donc Une vie à schtroumpfer, dans lequel il y a quelques planches de Benoît Brisefer, mais je n'ai pas lu un album en entier. Non. Moi, j'en ai lu beaucoup. Je dois les avoir peut-être tous lus, en tout cas ceux qui étaient sortis quand j'étais gamin. Nerd. C'est mortel, hein, Benoît Brisefer, c'est un petit garçon qui est super fort, sauf que chaque fois qu'il essaye de le dire, les adultes le croient pas. Et quand il attrape un rhume, il perd toute sa force. Et à chaque fois qu'il veut le dire aux adultes, c'est le moment où il attrape un rhume. C'est vraiment super cool. Et donc là, PO, il en peut plus, quoi. Il a trop de boulot. Ouais, et en fait, il y a aussi un truc qu'on a vite fait mentionner quand on parlait un peu de sa biographie, c'est que il se considère pas comme un excellent dessinateur. Il se dit lui-même pénible du dessin. Et en fait, il dit il insiste sur le fait qu'il n'a pas le génie d'un Franquin, par exemple, à qui il se compare souvent.
Et il a eu beaucoup de fois du mal à trouver des designs, notamment de la Schtroumpfette, on en a parlé, et aussi de l'oiseau de Krakoukas. C'est pas Franquin qui l'a dessiné. Et c'est du coup Franquin, en fait, il va aller demander, il va faire un appel à l'aide à Franquin qui va lui montrer en 3 traits comment faire un oiseau un peu terrifiant. Qui est génial, hein, l'album j'adore. du Krakoukas, il est incroyable. Très très cool. Et du coup, il se considère, Peyo, lui, beaucoup plus comme un conteur, en fait. Et on peut dire d'ailleurs qu'il a aussi travaillé Conteur sur électrique. des compteurs électriques. Mais moi, je trouve qu'il a raison. On va en la fait. garder au montage, celle-là. Ouais, d'ailleurs, on embraye tout de suite. On parce embraye que tout de suite. Je Donc, trouve qu'il a raison. il a écrit aussi des textes, Peyo, des textes Schtroumpf pour des histoires et donc non pas des BD. Et donc aussi, comme il se concentrait un peu sur des à côté, notamment tout ce qui est gestion de la marque en fait des Schtroumpfs, que c'est un peu en train de venir, il va avoir besoin de beaucoup plus d'assistants et qui vont être beaucoup plus importants. Et donc doucement, plus ça va, plus lui il va se détacher et moins dessiner, et plus il va se détacher un petit peu tout en restant en contrôle de tout, mais il va plus devenir un homme d'affaires qu'un dessinateur. Il va passer, je pense, de sa trajectoire, c'est un peu un mec qui a rien, qui est projectionniste, qui finit par dessiner pour par devenir gouacheur pour une boîte d'animation, qui finit par faire des petits dessins pour des journaux, qui finit par dessiner pour un hebdomadaire, ou en tout cas un journal de parution, de prépublication, qui finit par rencontrer le succès à travers une de ses histoires, et qui finit par se faire bouffer par cette histoire-là, parce que il a connu après beaucoup de soucis de santé à cause de ce rythme de travail. Et en fait, petit à petit, il perd le contrôle complètement de son œuvre pour devenir le patron d'abord d'un studio, puis le patron d'une méga multinationale quasiment, quoi. C'est vrai qu'on parle souvent du rythme des mangaka. Hein. Nous-mêmes, on en a beaucoup parlé dans notre épisode sur Dragon Ball. Je vous encourage à écouter l'épisode sur Dragon Ball, disponible sur toutes les plateformes. Ouais, il y a eu pas mal de points communs entre les deux. Mais les auteurs franco-belges, c'est pas forcément mieux. Hein. Franquin aussi, il a eu une dépression sévère. Hergé, il a eu ce qu'on appelle sa période blanche. Enfin, c'est tous des moments... c'est des gens qui ont un rythme de parution qui est énorme, qui ont un travail qui est fou. En fait, ça a l'air de rien, mais faire une BD, c'est vraiment chaud, quoi. Ça prend du temps, il faut se documenter, il faut avoir des idées, il faut savoir où tu vas. Il y a, je pense, un gros travail. Enfin, quand t'es illustrateur, il faut te contenter de dessiner, mais quand tu fais une BD, il faut savoir aussi où elle va, qu'est-ce qu'elle va raconter et qu'est-ce que tu dois y ajouter, comment tu peux mettre ta petite dose de succès dedans. Et il faut aussi dire que dans le cas de Peyo, en fait, donc lui, il y a le succès des Schtroumpfs qui vraiment l'ensevelit. Il peut plus s'arrêter de devoir faire des Schtroumpfs, alors que lui, il voudrait plutôt faire du Jean et Pierre Louis. Il voudrait continuer à faire sa nouvelle BD Benoît Brisfer, et il est vraiment bloqué à devoir faire des Schtroumpfs en boucle, quoi. Ouais. Il va même finir par avoir des soucis de santé, des infarctus, dont un alors qu'il voulait justement relancer Jean et Pierre Louis dans l'album du Sortilège de Maltrochu, si je me souviens bien. Il va devoir interrompre la publication de la bande dessinée. Il la finira plus tard, mais en tout cas, il a dû interrompre et il finira par complètement abandonner Jean et Pierre Louis. Ouais, parce que les Schtroumpfs, c'était devenu vraiment trop important. C'est un peu le même syndrome, encore une fois, que Toriyama avec Dragon Ball. Tout à fait, ouais. Il n'arrive plus du tout à se sortir du truc qui a vraiment été un succès phénoménal. Et les gens ne veulent lire que ça au final. Donc on se désintéresse complètement de tout ce que tu peux faire à côté. Nous, ce qu'on veut, c'est du Schtroumpf. On veut du Schtroumpf. Balance du Schtroumpf. D'ailleurs, des BD Schtroumpf, on va en avoir encore quelques-unes. On peut citer Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, qui est une parodie des querelles linguistiques qu'on connaît en Belgique depuis très drôle, depuis très toujours. longtemps. Ouais. Le bébé Schtroumpf, qui développe un peu le lore, hein, l'univers des Schtroumpfs, parce qu'on apprend... Comment les Schtroumpfs arrivent. Racontez-moi comment les Schtroumpfs arrivent. Bon, sombre histoire de cigogne. Ouais, sombre histoire de cigogne. Comme dans la vie, quoi. Quand un bébé arrive, c'est une cigogne qui le dépose. Lorsque la lune est bleue. Ouais. Oui, la lune bleue. Cette lune bleue, pas une autre dont on reparlera dans la seconde partie de ce double épisode. Mais là, Peyo, comme on dit, il est de moins en moins impliqué. Les histoires sont quand même un peu moins sympas, je trouve. Le bébé Schtroumpf, c'est pas mal, mais on n'a pas la magie. C'est plus anecdotique, ouais, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est clair. Vers la fin des années 80, d'ailleurs, il va quitter Dupuis. Il se lance lui-même dans la production indépendante en créant sa maison d'édition, Cartoon Création, qui va publier 2 albums, L'Aéro Schtroumpf et L'étrange réveil du Schtroumpf paresseux. Qui est sympa. Hein. Ouais, qu'on a lu. Je les ai pas lus, moi. Franchement, est cool. Ouais, c'est cool. Et là, il se retrouve à tenter l'aventure du magazine Schtroumpf. Il se dit, peut-être que si Spirou l'a fait, mes Schtroumpfs peuvent le faire.
Ça foire. Spoiler alert, ça foire. Cut, il atteindra péniblement les 10 000 exemplaires vendus et s'arrêtera après 34 numéros. Ouais, c'est dommage. beaucoup pour se dire que ça foire vraiment. Là, on tente le truc, mais 34 numéros, c'est quand même pas mal. Mais voilà, il arrête. En même temps, toutes les histoires courtes, clichés qui capitalisent sur le succès des Schtroumpfs, c'était pas du tout intéressant, quoi. Et l'échec du magazine va entraîner l'échec de Cartoon Création. Et il va se retourner vers l'ennemi juré de Dupuis. Le Némésis. Le Vegeta. Le Vegeta de Dupuis. Même pas, parce que ça peut pas être le Vegeta, le Freezer, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, c'est le Freezer de Dupuis. Le Lombard, où il publiera son dernier album, Le Schtroumpf financier, qu'il aura co-réalisé avec son fils Thierry, qui depuis écrira la plupart des scénarios de la suite des Schtroumpfs après sa mort. Et donc le Schtroumpf financier, donc le dernier album de Peyo, renoue un peu avec le style du début. On va avoir un Schtroumpf anonyme qui introduit l'argent, la moulaga, dans le village des Schtroumpfs, et ça fout un sacré bordel. Encore une fois. Ouais. C'est vraiment l'individu qui fout le bordel parce qu'il a une idée, quoi. Tout à fait. Aucune idée. N'aie jamais d'idée, mon enfant. Suivez la masse. Mais surtout si ton idée c'est de l'argent, mon gars. Et donc ça va bien foutre le bordel. Alors il y a un positionnement assez politique pour le coup là on peut le dire. On va avoir donc les Schtroumpfs de métier. Donc vous savez, donc c'est dans les Schtroumpfs, il y a les Schtroumpfs de caractère, genre le Schtroumpf paresseux, et t'as les Schtroumpfs de métier, genre le Schtroumpf bricoleur ou le Schtroumpf paysan. Et notamment le Schtroumpf paysan, mais dans cette histoire où l'argent est introduit, en fait comme il fournit la bouffe à tout le monde, il va devenir ultra riche, quoi. C'est le mec est blindé, quoi. C'est Monsanto. C'est ça. On a... C'est terrible. On a le Schtroumpf paresseux qui va s'endetter auprès du Schtroumpf financier. Ouais, parce que lui n'a jamais travaillé, donc maintenant il faut travailler pour bouffer. Les Schtroumpfs poètes et musiciens, qu'est-ce qu'on en a, hein? Donc voilà, fou, ouais. Poètes et musiciens, personne veut acheter leurs trucs. Ça va être la galère. Faut payer pour pour ça, aussi. ils peuvent pas pirater comme tout le monde. Ils peuvent pas schtroumpfer en scred. Et on a même une réflexion au niveau de la Schtroumpfette qui elle est carrément mise devant un rôle un peu particulier de femme au foyer, parce qu'elle s'occupe du bébé Schtroumpf, elle doit s'occuper aussi de la maladie du grand Schtroumpf. Et il y a une case où elle va se demander, et moi quand est-ce que je suis payé en fait aussi à ce niveau-là. Donc on a vraiment un positionnement assez politique. Bon, tout se résoudra un peu comme pour le Schtroumpfissime, c'est-à-dire on oublie tout, table rase, l'argent, du passé, faisons table rase. Et c'est peut-être la BD de trop quand même pour Peyo. Ouais, parce que seulement un mois après la publication du Schtroumpf financier, le 24 décembre 92, la veille de Noël, 92, Peyo... Non. Peyo décède d'une crise cardiaque, la crise cardiaque de trop. C'est un symptôme de son rythme de vie, on l'a dit, c'est juste que le mec il savait pas lever le pied. C'est surtout je pense qu'entre temps là on le dit pas encore, mais pendant que il continue de sortir ses BD, le mec se tape des allers-retours vers les États-Unis en permanence parce qu'il y a une petite série qui a lieu depuis quelques années. Écoutez l'épisode prochain, on en parlera parce que ça tient aussi là-dedans ce mauvais rythme qu'il devait maintenir juste parce que il était un peu contrôle fric, je pense. Mais cela dit, c'est un beau chant du cygne, parce que je trouve que le Schtroumpf financier, c'est une super BD. Je trouve que ça fait partie du top des bandes dessinées des Schtroumpfs. Donc il est revenu un petit peu, je crois qu'il a beaucoup apprécié s'asseoir avec son fils, travailler sur les Schtroumpfs et faire cette BD qui est son chant du cygne. Ouais. Cela dit, 2 ans après son décès... T'as vraiment fait... C'était incroyable, ça. Oui, Taza a une manière de groover sur la musique des Schtroumpfs. J'adore cette musique, elle me met en joie. Et donc, 2 ans après le décès de Peyo, les Schtroumpfs reviennent avec le Schtroumpfeur de bijoux. Anecdotique comme histoire, mais c'est la première BD post-Peyo. Et ça a plus arrêté depuis, parce que les affaires continuent sans Peyo. C'est ses enfants qui ont repris les rênes du Schtroumpf Biz. Ça, c'est quand même un truc qui a souligné, c'est que Peyo voulait que son œuvre lui survive. Il y a quand même beaucoup d'auteurs de Franquin, BD. pour citer de la franco-belge, par exemple. Ouais. RG a pas envie.
Franquin, pareil. C'est moi, si je suis plus là, je veux pas qu'on continue mon œuvre après moi. Je pense que le Pierre Culliford, lui, son truc, c'était aussi un businessman. C'était un artiste, mais c'était aussi un businessman. Il avait quand même capté que là, il avait une sacrée franchise qui s'était créée grâce à lui et qui pouvait faire bouffer encore sa famille pendant des générations derrière lui en continuant. Donc, forcément, il s'est pas opposé à ça. Il a même encouragé ses enfants à le faire et à continuer. D'ailleurs, on retrouve ces signés Peyo encore maintenant. Hein. Ouais. C'est ça, en fait. La signature de Peyo est inscrite sur les albums comme si c'était lui qui les avait scénarisés et dessinés. Alors que c'est plus du tout le cas. Déjà, à l'époque, c'était ces dessinateurs, ces assistants qui bossaient dessus. Bon, là, comme le gars est carrément décédé, c'est toujours un peu bizarre de garder sa signature. Je pense que des gens qui achètent aujourd'hui une BD Les Schtroumpfs pourraient même penser que c'est Peyo qui l'a écrit, tellement le nom est mis en avant, quoi. Ouais, eux, ils se défendent de ça en disant c'est comme Walt Disney, tu vois, c'est toujours signé Disney. Sauf que c'est pas signé Disney. Ouais. C'est la marque. C'est un peu, je trouve que la manière de faire est un peu différente dans le cas de Peyo. Oui, c'est vrai qu'il est marqué par Peyo sur les albums. Et donc, son dernier album, c'était le numéro 16. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a eu 27. Ouais, donc maintenant, c'est Thierry qui a repris le scénario, Thierry Culliford, son fils. Son fils, ouais. Qui a repris le scénario des BD. Il fait encore ça maintenant. Il y a une BD qui est sortie cette année, en 2025. Pour la série classique, on a eu 27 albums des Schtroumpfs, quasi un par an. Hein. Pour seulement 16 du vivant de Peyo. Bon, certaines BD sont sympas, certaines bof, ça va du passable au bien en passant par le pas bien. Je trouve que c'est un peu le syndrome des grandes franchises de la BD franco-belge. Hein. Si tu prends Astérix ou Lucky Luke, on n'ose jamais vraiment s'éloigner de la vision originelle parce qu'on essaye de faire comme si l'auteur était toujours là. Ouais. Donc on se retrouve à faire du copier-coller pour imiter le style graphique, le style narratif de l'artiste. Et donc je trouve qu'en général, ça donne des histoires quand même plutôt insipides, qui proposent pas grand-chose de neuf et qui finissent par un peu s'auto-parodier à force. Et surtout, parfois, il y a aussi des choses qui commencent à s'oublier. C'était déjà un peu le cas dans le Schtroumpf financier, où notamment le langage Schtroumpf est un peu parti. Bon, il est toujours là, les Schtroumpfs continuent de dire Schtroumpf, mais c'est moins présent. Et aussi, il y a plus de grossièreté aussi dans les nouveaux albums. Ça parle de foutu truc, alors qu'avant, on aurait dit c'est Schtroumpf de Ouais, truc. c'est ça. Ouais. Après, on peut quand même souligner qu'il y a une lueur d'espoir avec Thébault, qui est un jeune auteur. Ouais, qui a publié dans le magazine Cho, hein, c'était le magazine où il y avait Titeuf. Il publiait une BD qui s'appelait Samson et Néon, qui était assez funky. Et qui, ça se reconnaît à son style un peu graphique, l'univers Titeuf, tout ça. Il a signé un album one-shot chez les Schtroumpfs, je l'ai lu, que j'ai trouvé cool parce qu'il y a une belle prise de risque. On s'éloigne du cahier de charge classique des Schtroumpfs qui doivent avoir le design. Là, le Schtroumpf costaud, il est balèze. La Schtroumpfette, elle a pas du tout la même dégaine que dans les BD. Et donc, ils ont un design très très différent. Ils ont même des tailles un peu différentes. Et j'ai trouvé ça chouette. Parce que ça permet de continuer à raconter une histoire des Schtroumpfs dans l'univers des Schtroumpfs. Ça coexiste avec ce que Peyo avait raconté. Là, pour le coup, le langage Schtroumpf, ils l'utilisent pas mal. Ils font même des refs avec des histoires des Schtroumpfs, puisqu'ils parlent aussi du moment où Gargamel avait fait le faux Schtroumpf. Il s'était basé là-dessus en se disant Gargamel comprenait rien. Ici, en fait, pour résumer globalement ce qui se passe dans l'histoire, c'est que le titre de l'album, c'est Qui est ce Schtroumpf ? Et c'est l'histoire d'un Schtroumpf qui débarque dans le village des Schtroumpfs. C'est pas trop, il se réveille là. On sait pas trop qui il est. Il se rappelle pas, il est amnésique. Il se rappelle pas lui-même de qui il est. Et il comprend rien de ce que les Schtroumpfs disent. Donc là, l'ensemble des Schtroumpfs se disent attends, est-ce que c'est pas encore un plan foireux de Gargamel ? Ouais. Et donc ils partent à la recherche pendant que le grand Schtroumpf essaye de trouver un remède pour lui faire retrouver la mémoire. Ils partent en petits groupes sur les traces de ce Schtroumpf pour savoir d'où il vient et comment il est arrivé jusqu'ici. Et au fur et à mesure qu'on remonte dans l'histoire, on en apprend un peu plus et on fait des liens avec des personnages qu'on avait même oubliés mais qui font partie complètement de l'histoire. Je n'en dirai pas plus pour pas spoiler.
Mais j'ai trouvé les clins d'œil très très cool et l'intégration dans l'univers de Peyo vraiment vraiment réussie. Donc franchement, j'ai bien aimé cette BD, elle était chouette et elle m'a fait rire. Qui s'appelle donc Qui est ce Schtroumpf Qui est ce Schtroumpf, ouais. De Thébault. On vous encourage à le découvrir. Le Lombard, je pense. Aïe, 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 aïe. L'ennemi, le Freezer. Ouais, parce que dans la liste, donc on a 16 albums du vivant de Peyo, on a 27 albums des Schtroumpfs sans Peyo. En plus de ça, on a 13 albums, 3 histoires de Schtroumpf, 5 albums, 120 blagues de Schtroumpf. Est-ce qu'à chaque fois que tu diras combien d'albums il y a, tu pourrais mettre un petit ch'titing au montage? Ouais, Ok, promis. 5 albums, 120 blagues de Schtroumpf. C'est des blagues de Toto en un strip. Hein. En gros, c'est des Toto bleus, quoi. 5 albums des Schtroumpferie. C'est des gags en une planche. 13 albums de Grandir avec les Schtroumpfs. C'est une petite BD éducative pour les tout-petits. Et il y a encore plein de trucs de Schtroumpfs. Ouais. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais et ça va du passable au carrément nul, quoi. Les histoires des Schtroumpfs du village des Schtroumpfettes. Ça, on en parlera dans l'épisode 2 parce que c'est dérivé d'un film. Ah, voilà, ok. Et en plus de Thierry, on a aussi Véronique, hein, la fille de Peyo. Et oui, on a donc Véronique, la fille de Peyo, qui va carrément diriger l'IMPS, donc entre guillemets la Peyo Company. Et elle va être productrice des nombreux films et séries qu'on se bouffera dans la deuxième partie de cet épisode sur les Schtroumpfs. Parce que les Schtroumpfs, on a besoin de grosses productions maintenant. C'est traduit dans plus de 50 langues, il y a des produits dérivés partout, et ça brasse pas mal de fric, quoi. Et tant qu'on parle un peu de ce côté international, on voulait un peu mentionner tout ce qui est langue anglaise, langue étrangère, en fait, comment les Schtroumpfs sont un peu vus et entendus et lus à l'étranger, et notamment en anglais, où donc les Schtroumpfs sont les Smurfs, et on voulait faire un petit point sur le langage Schtroumpf en anglais pour mentionner le fait que globalement ça a été adapté. Donc les Schtroumpfs vont parler en langage Schtroumpf en anglais, et par exemple dire des choses comme I'm smurfed up with this ou Are you going to smurf that smurf? Mais c'est moins bien. Pour en avoir feuilleté quelques-unes sur internet, je trouve ça vraiment bof, notamment parce que en français notre conjugaison elle est assez lourde, donc pour apprendre c'est pas ouf, mais ça permet de faire des choses comme nous schtroumpfons, alors qu'en anglais c'est we smurf, I smurf, c'est la même chose. Donc ça permet de rajouter plus de nuances en français, c'est aussi du coup plus clair en fait, tout simplement. Et nous on cache des insultes avec Schtroumpf et c'est quand même pas mal. En espagnol ça va être aussi traduit par Pitufo, Los Pitufos. Et aussi c'est vrai, en anglais on a un truc un peu spécial avec le grand Schtroumpf qui est appelé tout simplement Papa. Oui, c'est vrai. Et c'est super bizarre. Et ça change toute la dynamique en fait, parce que ça devient vraiment le papa des Schtroumpfs, quoi. Alors qu'avant c'est leur chef, mais c'est vrai qu'il a un peu ce côté papa, hein, c'est vrai. C'est le gardien du temple. Oui, c'est ça. C'est juste ça. C'est le vieux sage que tout le monde respecte. 542 ans le mec. Ça le fait. Un côté Great Smurf, ça aurait été bizarre. Ouais. Est-ce que vous savez comment on dit en italien? Ouais, je le sais, ouais. Oh, tu nous l'as dit, mais j'ai oublié. Les Poufis. Les Poufis. En espagnol, on l'a la dit. Poufina aussi. La Poufina. La Poufina. Ok. En espagnol, on l'a dit, hein, Pitufos. Los Pitufos. En allemand, ça doit être là, je vais pas m'y aventurer. Die Schlumpf. Pas mal, hein? Drôle, ouais. 50 langues, on a dit, hein. Ouais. On en fait combien? Je vais faire les 50, ouais. C'est souvent Smurf. Hein. C'est parti pour le croate. Il le disait en japonais, c'était Smurf, un truc comme ça, mais c'était genre le truc. Ouais, mais c'est le Smurf anglais, mais dit à la japonaise, quoi. Sumafu. Smurf. Ouais. Terrible. Notre imitation du japonais est terrible. Écoutez notre épisode sur Dragon Ball pour plus de prononciation. Pour plus de prononciation japonaise ratée. On a lu quoi pour préparer cet épisode? On a lu et on a vu pas mal de trucs. On a lu les intégrales de Dupuis sur les Schtroumpfs. Il y a 4 intégrales qui sont géniales. Si vous aimez la BD, Dupuis, ils en font plein pour toutes leurs séries phares. Ouais.
C'est pas donné non plus. C'est pas donné, mais c'est à donné. tomber. Ça se trouve d'occasion aussi. Franchement, les gars, pensez-y, allez voir sur des sites d'occasion pour des bouquins. Des fois, ça vaut le coup. Il y a des gens qui jettent de l'argent par la fenêtre, puis qui le lisent plus, et puis qui se disent je vais le revendre. Et toi, tu peux acheter une BD, comme j'ai fait là pour les intégrales. Je les ai chopées d'occasion. Tu viens de nous expliquer le fonctionnement de la deuxième main. Exactement, le deuxième main. Comment fonctionne la deuxième main ? Des gens jettent de l'argent par la fenêtre et puis toi tu récupères ça avec ton petit panier en dessous de sa fenêtre. Mais donc il y avait ça, il y avait. Eh bien, on a aussi été récupérer le livre Une vie à schtroumpfer, qui est un espèce de grande BD. Alors, il n'y a pas de BD dedans, mais c'est plus. Il y a des petits passages de Peyo un peu en mode introspection qui expliquent un peu. Une biographie en images, selon leur dire. Ouais. C'est vrai. Mais franchement, je l'ai trouvé un peu touchante de lire ces petits extraits de Peyo. Après, je trouve que la police d'écriture est un peu bizarre. On va pas se mentir. C'est chelou, c'est bizarre à lire. Mais le texte est très cool. Puis il y a certaines pages qui sont des pages de couleurs que tu peux apposer sur les pages en noir et blanc. C'est assez sympa. Ouais. Franchement, c'est bien foutu. Elle est très chouette, cette édition. Sinon, 2 youtubeurs à signaler. On a parlé de BDmancy. Franchement, je vous encourage à découvrir le gars parce qu'il est encore relativement inconnu alors qu'il fait du travail quand même de qualité. Sinon, il est un petit peu plus connu dans le BD game, mais le fils de Bulle, franchement, il nous a beaucoup aidé parce que ses vidéos sur les Schtroumpfs sont, comme toujours, d'une très grande qualité. Notamment celle sur peut-on nommer tous les Schtroumpfs ? Oui, qui était vraiment très intéressante sur à quoi ça sert de nommer les Schtroumpfs, en fait. Et il y avait aussi pas mal de documentaires que vous pouvez retrouver sur Internet, sur Ovio notamment, et sur YouTube, sur la chaîne YouTube des Schtroumpfs. La chaîne s'appelle The World of Peyo. Mais il y a aussi pas mal d'épisodes des Schtroumpfs que vous pouvez retrouver là-dessus. Il y a le documentaire RTBF Bon baiser de la planète Schtroumpf et un second documentaire qui s'appelle Du monde de Peyo à la planète Schtroumpf. Le podcast franco-belge, les franco-belges, voilà, qui parle de BD franco-belge, sympa. Il y avait un indice dans le nom. Ouais. Et le podcast France Inter Blockbuster qui s'est attardé autour de l'univers de Peyo. Et on a aussi sur Ovio la série Ovio, la plateforme de la RTBF. Ovio, la plateforme de la RTBF, une série de Thierry Belfroy qui sont les cases de l'Oncle Sam. L'Oncle Sam, il en sera question dans le prochain épisode. On va voyager un petit peu avec les Schtroumpfs. Ça a été vraiment très cool de relire ces BD des Schtroumpfs. À fond, alors moi c'était pas relire, c'était lire tout court et vraiment découvrir un univers qui m'a fait marrer, que j'ai trouvé vraiment très très chouette et hyper divertissant. Franchement, je pense que je vais continuer. Je vais peut-être même m'aventurer dans les histoires connexes à l'univers des Schtroumpfs. Jouant et Pirlouit, ça m'a attiré. Lisez Jouant et Pirlouit, lisez Benoît Brisefer. Ouais, ça a l'air vraiment cool, quoi. Et lisez le Marsupilami, il y a quand même une histoire dedans, quoi. Vous savez quoi, lisez Dragon Ball aussi. Ouais. Et Batman. Oui, c'est bien aussi. À dans 2 Schtroumpfs. À dans 2 Schtroumpfs, merci pour cet épisode de Schtroumpfement sympa. Je réalise qu'au fond de moi, j'avais une envie immense de parler de BD franco-belge. Ouais, je comprends pourquoi. Allez les gars, à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Moi, j'aime pas à 2 semaines.